Bonjour à tous et bienvenue pour notre émission hebdomadaire Les marchés en action. Je suis Nicolas Chéron, stratégiste marché pour zonebourse.com et nous sommes aujourd'hui le mardi 23 mars 2021. Les marchés tanguent un petit peu, le CAC consolide. Nous allons voir tout cela dans quelques instants. Sans plus attendre, rentrons dans le vif du sujet. Un avertissement sur les risques pour commencer. Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par Zone Bourse s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement. Je vous rappelle les rendez-vous chez Zone Bourse en vidéo notamment. Toutes les semaines, vous pouvez retrouver les superbes vidéos pédagogiques de Xavier Delmas. Tous les matins, vous retrouvez le morning meeting d'Anthony Bondin qui est en version écrite et en version audio. Tous les jours, vous retrouvez l'émission Planète Bourse, la revue de presse de Roxane Nojac, qui vient d'ailleurs de lancer une nouvelle émission Boost and Fail tous les vendredis sur le site de Zone Bourse ainsi que sur la chaîne YouTube. Un point sur les plus fortes variations à la hausse comme à la baisse. Et bien évidemment, comme tous les mardis, on se retrouve pour les marchés en action. Au sommaire de cette émission, un focus marché pour voir les derniers développements, les derniers décalages sur les principaux actifs boursiers. Je n'ai pas fait de rubrique actualité économique, mis à part les PMI des services demain en Europe, il n'y a pas énormément de statistiques cette semaine. Par contre, un gros focus sur le top flop avec 18 graphiques pour vous parler fondamentaux, taux d'intérêt, inflation, etc. On verra ça donc dans le top flop. Ça, c'est la première partie d'émission qui va durer à peu près 20 minutes comme d'habitude. Et ensuite, on passe sur la plateforme de ProRealTime pour regarder vos actions préférées. On rentre dans le focus marché. Donc, nouveau record historique, c'est un peu la même chose toutes les semaines, du Dow Jones et du S&P 500 et du DAX également, jeudi dernier après la Fed, suivi par des prises de bénéfices. En effet, mercredi dernier, mercredi soir, Jérôme Powell a rappelé la politique de taux bas de la Fed, du fait que les taux resteraient bas assez longtemps, jusqu'en 2023, voire 2024, que la Fed continuera d'alimenter les marchés, de soutenir avec du quantitative easing, afin que l'on revienne sur des niveaux de croissance et de chômage plus attractifs qu'actuellement. Ça a réussi à faire remonter les marchés boursiers pendant quelques heures. On a inscrit de nouveaux records le jeudi, mais très rapidement, ça a été suivi par des prises de bénéfices. Les taux d'intérêt se sont de nouveau tendus et les indices donc ont été sous pression baissière. Le CAC 40 a réalisé un double échec sous les 6080 points. Lui n'a pas réussi à faire un nouveau plus haut annuel jeudi dernier, donc une sorte de double top, de double échec. Alors, cet échec ne se fait pas n'importe où, il se fait sous ses records de début 2020, donc avant le Covid. Rappelez-vous, mars 2020, on était à 6100 points. Donc là, vraiment, on s'est arrêté à une encablure de nouveaux records. Et c'est pas étonnant que cette zone de résistance bloque et empêche une progression supplémentaire. On manque un petit peu de catalyseurs. On a eu des résultats d'entreprise, on a eu les banques centrales en soutien, on a eu le plan de relance américain. Et là, le marché manque un petit peu de catalyseurs, de bonnes raisons pour pouvoir tirer un petit peu plus haut. La reprise attendue devrait être particulièrement forte, on va voir ça dans les top flops, faisant pression sur les anticipations d'inflation et donc les taux d'intérêt, raison pour laquelle les marchés tanguent ces dernières séances. Du moins, c'est ce que nous laissent entendre les médias à chaque fois que le taux d'intérêt américain passe de 1,40 à 1,50, de 1,50 à 1,60, etc., et qu'on a une petite pression sur les indices, eh bien on dit que parce que les taux d'intérêt montent, les indices baissent. Mais on verra dans la partie top flop que ce n'est pas aussi facile que cela comme mécanisme. Et c'est pour ça que je pose la question, à moins que la baisse en cours, la baisse des indices depuis quelques séances, ne soit due qu'à des prises de bénéfices légitimes. N'oublions pas qu'entre mars 2020 et mars 2021, le Nasdaq 100 a pratiquement gagné
100%. N'oublions pas que le CAC 40 est passé de 3500 points à 6000 points, qu'il a retracé l'intégralité de sa baisse du Covid. Donc maintenant que les marchés sont revenus à la normale et sont revenus sur des niveaux relativement élevés, les opérateurs se disent quid de la suite, on a tout retracé, on est sur des niveaux records, mais encore une fois, on manque de catalyseurs. J'écris donc que les marchés essayent de s'accommoder d'un 10 ans US, le taux américain, qui est au-dessus des 1,60. Alors c'est sûr, c'est la rapidité à laquelle bougent les taux qui peut faire pression sur les marchés. Si d'un coup on avait l'inflation qui partait fortement à la hausse et qu'on avait les taux américains qui montaient très vite à 2%, là ça pourrait tanguer sur les indices. Mais dans une période de forte croissance, de reprise économique, nous le verrons, il est légitime que les taux d'intérêt se tendent. Et historiquement, il est même légitime d'avoir et des marchés haussiers et des taux d'intérêt qui remontent, puisque les taux d'intérêt remontent quand on a justement un dynamisme économique assez fort. Or, un dynamisme économique, c'est des bons résultats pour les entreprises et c'est globalement plutôt bon pour le marché action. Donc voilà, c'est vraiment la thématique du moment, l'inflation. On en avait déjà parlé il y a 2-3 mois en disant que ce serait très certainement la thématique de 2021 et donc on continuera d'en parler dans les émissions à venir. Les résultats d'entreprises déçoivent un petit peu sur de nombreux dossiers, notamment les small caps, à l'image de ABC Arbitrage ce matin, ou de Intrasense, ou encore la semaine passée de NetGem et de Showroom Privé. Donc attention, si vous êtes en position à l'achat sur des valeurs qui vont publier, et on en verra notamment dans la deuxième partie d'émission, faites bien attention au calendrier économique pour ne pas subir. Et puis si vous êtes sur une valeur comme Showroom Privé qui publie des résultats qui sont plutôt bons, mais que vous voyez que à la suite de la publication de ces résultats, on assiste à des prises de bénéfices appuyées, et bien dans ces cas-là, il vaut mieux peut-être prendre des gains ou sortir en perte que de rester bloqué sur un dossier. Le pétrole a littéralement lâché la semaine passée, moins 10% en séance, donc là on a vraiment assisté à une purge. Là aussi, comme sur les indices boursiers, le pétrole a triplé ces derniers mois. Souvenons-nous qu'il était même allé en négatif et puis qu'il s'était stabilisé par la suite autour des $30. On est monté jusque 67-68 $ et ce très rapidement ces 3-4 derniers mois. Et c'est d'ailleurs pour ça que les anticipations d'inflation sont aussi fortes, parce que le pétrole et les matières premières agricoles, se sont littéralement envolées. Donc là, on assiste à des prises de bénéfices appuyées, peut-être un changement de dynamique sur le pétrole. Je vous montrerai aussi graphiquement qu'on avait atteint un objectif majeur. L'or se stabilise sur les 1730 $, l'argent au-dessus des 25 $. On n'oublie pas que l'or est inversement corrélé au taux réel américain, et donc quand on a un 10 ans américain qui se tend et qui monte graduellement, les taux réels montent et ça ne plaît pas aux métaux. Néanmoins, on peut constater que l'or a tenu le support des 1680 $ dont on avait parlé il y a 3 semaines, l'argent tient au-dessus des 25 $, donc même si les taux se tendent, les pressions sur les métaux que l'on constatait ces derniers mois sont un petit peu moins fortes, et on verra peut-être un changement de tendance si des niveaux cassent. Pour l'instant, on est dans de la latéralisation. Et puis enfin, le Bitcoin perd de sa superbe. Alors c'est un grand mot, c'est juste qu'il est un peu moins haussier qu'il ne l'était auparavant. On a consolidé d'un peu plus de 60 000 $ vers les 53 000 $. Ça fait un peu plus de 10% de baisse, mais ça reste pas grand-chose par rapport à la hausse précédente. Simplement, il ne faudrait pas casser ce support à 53 000 $, sinon pour la première fois, on aurait un signal baissier journalier et un risque d'aller un cran plus bas. On va regarder justement ces actifs dont on vient de parler graphiquement. Voici le CAC 40. Donc, le choc du Covid est ici, crise majeure, reprise en dents de scie, le lancement, les élections américaines qui se passent bien, Joe Biden qui passe, et puis dans la foulée le vaccin de Pfizer. Et puis la reprise de ces derniers mois dans l'anticipation que 2021 soit une très bonne année, une année de forte croissance et que les résultats des entreprises se reprennent. On est toujours dans une dynamique haussière de moyen terme, simplement on a échoué sous un seuil majeur.
sous les records de 2020 et on est actuellement dans une consolidation légitime des prises de bénéfices. Alors ce que vous pouvez constater, ce qui n'est pas facile en fait si vous voulez, c'est qu'on a une dynamique haussière de moyen terme, une dynamique haussière sur les 2 derniers mois avec une moyenne mobile à 20 séances qui est haussière et des cours qui sont dessus, mais une dynamique corrective de très court terme. Je vous ai mis un point d'interrogation ici sur les 5920-930 que l'on teste ce matin, car lors des précédentes corrections, lorsque on s'est fait peur le vendredi 26 février et le vendredi 5 mars, on est revenu violemment chercher la moyenne mobile à 20 séances et puis les cours ont réussi à repartir à la hausse. Donc la question ici c'est va-t-on ou non tenir la MM20 pour redémarrer et faire comme si de rien n'était, on est toujours dans une dynamique haussière et tout va bien, ou est-ce qu'on assiste à des prises de bénéfices un peu plus fortes, un peu plus appuyées pour revenir sur la zone des 5850 points, une ancienne zone de résistance qui fait désormais théoriquement support. Difficile de dire, excusez-moi, difficile de dire donc si on va tenir cette zone-là, absence de catalyseur, absence de dynamisme, donc je ne pense pas qu'il soit l'heure de se presser, si vous voulez. On le voyait bien déjà dans l'émission de la semaine dernière, on était relativement haut et on manquait d'opportunités sur le marché. Il y a pas mal de titres qui ont commencé à consolider déjà il y a une semaine, voire 2 semaines. Parce que l'indice baisse, eh bien, la consolidation est désormais généralisée et cette consolidation, elle pourrait peut-être durer un petit peu plus, qui sait. Tout cela pour dire qu'il n'y a pas de raison de se presser, mais peut-être d'être un petit peu plus attentiste sur les marchés. Je rappelle que ne pas investir est aussi une décision d'investissement. L'or, le voici, donc l'or qui est dans une consolidation baissière depuis l'été dernier. On a baissé fortement ces derniers temps avec les taux réels qui se tendaient. On est revenu sur un gros support à 1685 $ que l'on a tenu. Et là, on est dans une latéralisation. Donc pour l'instant, voilà, pour les acheteurs de moyen terme, on a tenu les 1680 $. C'est plutôt positif. Maintenant, on aimerait que les 1755 $ cassent et que l'on puisse revenir vers les 1800 $. Simplement, ça dépendra aussi du dollar américain et des taux d'intérêt dans les séances à venir. Sur l'argent, c'est la même chose, mais un peu plus haussier que l'or. Contrairement à l'or, depuis août dernier, l'argent est relativement neutre. Le support se situe à 24,80-25 $ avec la moyenne mobile à 200 séances qui arrive en soutien. Et pour l'instant, c'est très neutre, on se cherche et il n'y a pas de dynamique forte. Et puis le pétrole, le voici, donc le pétrole qui a fait vraiment un mouvement haussier en 2 temps, un peu comme les indices depuis avril dernier, qui avait atteint des gros niveaux. Le pétrole était revenu sur ses plus hauts ici d'avril 2019, c'est aussi une zone qu'on avait travaillé en janvier 2020. Donc là c'est pareil, on avait retracé 100% de la baisse du Covid, on est revenu sous une résistance majeure et les cours bloquent. Pourquoi est-ce que les cours bloquent? Eh bien, quand on regarde le pétrole en données mensuelles sur les 15 dernières années, on se rend compte que les cours du pétrole sont structurellement baissiers en fait depuis ce point haut marqué en 2008 et on a des plus hauts qui vont de plus en plus bas. Donc là, en passant de zéro, on va dire, à pratiquement 70 $. On est revenu sur les plus hauts ici des dernières années 2019-2020. On est revenu au contact de cette oblique et il est légitime après un tel mouvement haussier que l'on assiste à des prises de bénéfices et puis que les vendeurs sortent aussi du bois. On a donc une grosse zone de résistance horizontale au-dessus de la tête. Ça ne veut pas dire qu'on va repartir à la baisse en direction de zéro, mais ça veut dire qu'on pourrait assister à une latéralisation des cours pendant un certain temps, voire même un retour des cours vers les 57 ou les 55 $. Ce ne serait pas grand-chose par rapport au chemin que l'on a parcouru jusqu'ici. Et puis concernant le Bitcoin, le voici. Le Bitcoin qui est toujours en trend following avec des plus bas et des plus hauts de plus en plus hauts. Le Bitcoin qui avait besoin de consolider donc ces dernières séances, qui est revenu sur les 53 000 $. 53 000 $, c'était la résistance qu'on a inscrit le 3 mars. La cassure des 53 000 $ nous avait poussé pratiquement à 62 000 $. Et là, on est dans une latéralisation, dans une stabilisation à plat.
Tant qu'on tient les 53 000 dollars, on peut repartir à tout moment. Mais attention, si les 53 000 dollars venaient à céder, on peut rapidement avoir un mouvement de volatilité, de prise de bénéfices. Vous voyez ici le 22-23 février, c'est allé très vite. On avait perdu 12-13 000 dollars en l'espace de 48 heures. Donc attention, sous ce seuil, ça peut aller vite de nouveau sur les 45 000 dollars. Donc le pivot est là, 53 000 dollars, il faut absolument le tenir. On va passer au top flop. Alors parfois c'est des top flops, parfois des flop top, parfois des top top. Et tous ces graphiques sont faits pour vous expliquer, pour imager ce qu'il se passe en termes de macroéconomie. Ici à gauche, vous avez un graphique de la croissance américaine. Vous avez en rose ici son rythme de croissance moyen. Et vous avez le trou d'air du Covid. Et là, ce qu'on anticipe, en fait, c'est un graphique du Financial Times, c'est qu'au courant de l'année 2021, on arrive à rattraper le rythme de croissance précédent, voire même à le dépasser grâce à des injections massives, grâce à un interventionnisme très fort et de la Fed et du gouvernement américain. À chaque crise économique, en fait, les Américains sont les premiers à venir au secours en fait de la croissance économique, à injecter très fortement pour sauvegarder leur économie et la faire repartir par la suite. Vous voyez qu'en Europe, c'est la pénibilité habituelle, puisque même dans le scénario rose positif, on reviendrait en fait à la fin de l'année 2021, d'ici 2 trimestres, au niveau d'avant Covid. Et on aurait un retard qui ne serait peut-être jamais rattrapé par rapport au trend haussier d'avant-crise. Donc si vous ne comprenez pas pourquoi les indices américains sont toujours plus hauts et plus forts que les indices européens, ici vous avez un schéma très simple, c'est tout simplement parce que l'économie américaine est plus forte et plus soutenue par son gouvernement et sa banque centrale. La croissance attendue aux États-Unis cette année est absolument phénoménale. On attend 7% de croissance aux États-Unis, pratiquement 8% de croissance en Chine. Donc c'est le fameux effet rebond. Après un gros trou d'air en 2020, en 2021, on a la reprise économique très forte. Reprise économique très forte qui a engendré une tension sur les taux d'intérêt. Vous avez ici le 10 ans américain qui est très vite repassé de 0,50 à 1,50, il est même monté à 1,70 récemment. Il est donc monté au-dessus du rendement du S&P 500. Ça veut dire qu'il est peut-être plus intéressant pour un investisseur qui a des milliards de les placer sur le marché obligataire et d'avoir un rendement de 1,7 plutôt que d'être sur le marché action avec un rendement de 1,5. Et c'est ce système de vase communicant qui fait qu'on entend beaucoup parler dans les médias du fait qu'à cause des tensions sur les taux d'intérêt, on a un marché action qui baisse parce que tout simplement le marché obligataire redevient un petit peu plus attractif. Mais, on va voir donc que l'inflation est au cœur des échanges et des débats. Lorsque Bank of America Merrill Lynch pose la question à ses clients, qu'est-ce qui est pour vous le sujet actuellement et qui peut faire chuter les marchés? Eh bien, en mars, les gérants répondent de l'inflation supérieure aux attentes. Donc c'est vraiment la thématique du moment. Les anticipations d'inflation d'ailleurs sont extrêmement fortes, elles sont remontées vivement puisque donc on a l'effet rebond, croissance économique en 2021, rebond des métaux, rebond des matières premières, agricoles, pétrole et donc anticipation d'inflation relativement forte. Simplement, croissance économique ne veut pas forcément dire forte inflation. Si vous regardez dans le passé, lors d'années de très forte croissance, en 1965, en 1955, en 1961 ou encore en 1963, eh bien, des années de très forte croissance économique, supérieure à 4 ou 5%, n'ont pas forcément engendré de très forte inflation. Est-on donc dans une crainte exacerbée et injustifiée? Ou est-ce que l'inflation va vraiment repartir très fortement? C'est
C'est un débat un peu compliqué, c'est un sujet un peu difficile, je ne saurais vous le dire. Simplement, contrairement à ce qu'on peut lire un peu partout, que forte croissance égale forte inflation, eh bien ce n'est pas forcément vrai quand on regarde les statistiques historiques. Prenons encore un autre chiffre. Est-ce que lorsque les taux se tendent, le marché action baisse? Eh bien, la réponse est non. Quand vous regardez ici le graphique de droite, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 occurrences. 10 occurrences où on a eu des tensions sur les taux d'intérêt ici en bas. Et on peut voir que, donc en 30 ans, on a eu 10 périodes où les taux d'intérêt se sont fortement tendus. Sur ces 10 périodes, il y a 8 périodes où le marché a continué de monter. Donc hausse des taux d'intérêt ne veut pas forcément dire baisse des marchés boursiers. Donc vous voyez avec tous les graphiques que je viens de vous montrer là, c'est pas évident. On sait qu'on a une forte croissance, donc on a une tension sur les taux, on a des gens qui ont peur de l'inflation on n'en a pas, mais on a des anticipations d'inflation fortes. Est-ce que ces anticipations sont justifiées, sachant qu'historiquement, on n'a pas forcément de très forte inflation quand on a une très forte croissance? C'est la question. Et est-ce que les marchés vont forcément baisser si les taux se tendent? La réponse n'est pas forcément évidente non plus, puisque historiquement, lorsqu'on a des tensions sur les taux d'intérêt, ça veut dire qu'on a aussi une croissance forte et des marchés qui sont plutôt soutenus. En tous les cas, on a des investisseurs qui attendent des hausses de taux. Lorsqu'on pose la question aux gestionnaires de fonds chez Bank of America Merrill Lynch toujours, ils sont de plus en plus nombreux en termes de pourcentage, plus de 50% désormais à penser qu'on va vers des hausses de taux en Europe ou aux États-Unis. Mais c'est pas si simple que ça. Parce qu'il y a d'une part, on va dire, les grosses banques centrales principales des grandes zones économiques, Japon, Europe, États-Unis. Et ces banques centrales-là, elles sont un peu coincées, elles sont dans un corner, car en fait, elles ne peuvent pas monter leur taux d'intérêt. La charge de la dette est énorme, si on remonte les taux d'intérêt, on va faire tanguer les marchés boursiers, donc la banque centrale ne doit pas et ne veut pas remonter ses taux d'intérêt avant un certain temps, preuve en est, Jérôme Powell nous a expliqué qu'il ne voulait pas le faire avant 2023-2024. Simplement, ce qu'on peut constater, c'est que on a eu donc de très fortes baisses de taux en 2019-2020 quand on regarde à travers la planète. Et là, c'est en train de se normaliser. Et on a même vu des banques centrales de pays périphériques, de pays du Moyen-Orient ou de pays africains remonter ces dernières semaines. On a de plus en plus de hausses de taux qui se font dans ces pays émergents, notamment pour contrecarrer la hausse de l'inflation ou bien en tous les cas les anticipations d'inflation. Donc là c'est pareil, c'est un sujet très compliqué. Effectivement, on a de plus en plus de monde qui pense que les taux d'intérêt vont monter, mais c'est pas parce que tout le monde pense que les taux d'intérêt vont monter que les taux d'intérêt vont effectivement monter, parce que tout simplement les banques centrales sont un petit peu coincées dans leur jeu de taux bas, de soutien à l'économie, de soutien aux entreprises et aux marchés financiers. Et en 2018, on avait eu des hausses de taux d'intérêt un peu partout, et notamment aux États-Unis. Mais lorsque, en 2018, Jérôme Powell avait dit qu'il allait continuer de monter les taux d'intérêt, que la Banque Centrale Européenne avait dit qu'elle allait elle aussi monter les taux d'intérêt, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Les marchés, en 2018, en deuxième partie d'année, ont perdu 20%. Et du coup, les banques centrales ont fait machine arrière complètement, et elles ont même changé de discours. La BCE a parlé de nouveau de baisse de taux, de quantitative easing, et la Banque centrale américaine s'est mise à baisser ses taux. Donc là c'est pareil, c'est beaucoup de dialectique, d'anticipation par rapport au discours des banquiers centraux. Certes, il y a des hausses de taux un peu partout dans des pays périphériques, mais les grosses banques centrales, elles, sont un petit peu coincées. Est-ce que c'est le retour de la tech, le most crowded trade, c'est-à-dire le trade sur lequel tout le monde est de nouveau? Eh bien, c'est toujours le long valeur technologique comme cela a été en 2020 pendant de très nombreux mois. Donc tout le monde est de nouveau sur la tech. On a vu la semaine dernière le Nasdaq se faire des frayeurs. Il a tenu vendredi, il a bien rebondi hier, plus de 2% en séance. Est-ce que c'est le rebond du chat mort ou est-ce que c'est le retour de la tech? Eh bien, nous le verrons dans les séances à venir. Ici, le graphique de droite, c'est un graphique, alors en bleu foncé, vous voyez le Nasdaq. Le Nasdaq qui donc a chuté en l'an 2000 et puis qui a mis 20 ans à remonter très fort. Alors, il a mis en fait
14 ans à dépasser ses plus hauts de l'an 2000, et puis ensuite, ces dernières années, il a complètement accéléré et il est parti dans la stratosphère à la hausse. Et vous voyez ici en bleu clair l'indice le secteur des financières dans le S&P 500. Et certains se posent la question en disant, sachant qu'en 2008, donc on a eu la crise des financières, on a mis 13-14 ans à se reprendre et à dépasser les niveaux de la crise financière. Est-ce que, comme sur les valeurs tech, on est au début d'un bull run et d'une exacerbation, d'une augmentation de cette dynamique haussière que l'on connaît ces dernières années? Si les taux d'intérêt devaient effectivement monter fortement, si le 10 ans américain devait passer les 2%, si les banques centrales se retrouvaient dans une situation complexe, eh bien certains pensent que les financières, qui ont rebondi très fortement ces derniers mois, pourraient continuer leur hausse dans un marché haussier de long terme comme le Nasdaq l'a fait ces 10 dernières années. Donc voilà, ça c'est un sujet à garder en tête. Un peu de bonnes nouvelles. Ici à gauche, vous avez les 7 marchés haussiers depuis la Seconde Guerre mondiale. Et en année 1, on voit que après donc une période de baisse des marchés financiers, de récession, lorsqu'on a le début d'un marché haussier, c'est relativement violent. La plupart du temps, on gagne 25, voire 50, voire 60-70%. Ça a été le cas entre mars 2020 et mars 2021. On est dans un marché haussier des plus puissants de ces 50 dernières années. Simplement, ce que l'on peut constater, c'est que lorsque l'on étudie les 6 ou 7 marchés haussiers depuis la Seconde Guerre mondiale, eh bien, dans 100% des cas, les marchés sont montés en année 1 et dans 100% des cas, les marchés ont continué de monter en année 2. Simplement, on peut voir que l'année 2 a été parfois assez erratique, mais en moyenne, ça a été globalement haussier. Donc ça voudrait dire qu'on vient de faire une année de hausse absolument phénoménale. On peut consolider, se stabiliser, mais globalement, est-ce que l'année 2 d'un bull market, si on considère qu'on vient de démarrer un bull market post-Covid, est-ce que l'année 2 est haussière? Eh bien, historiquement, elle l'était. Après, mon avis sur cette question, c'est qu'on pourrait aussi avoir des périodes de latéralisation très longues, puisqu'on voit que dans les marchés haussiers précédents, on a eu parfois des périodes de stabilisation, de range pendant 3 mois, 6 mois, 9 mois. Donc peut-être qu'on ne va pas avoir une année de forte hausse, ni une année de forte baisse, mais peut-être qu'on va avoir une année en fait en dents de scie. On a une année qui est globalement soutenue par des résultats qui devraient être très forts, une croissance économique très forte, mais vous n'êtes pas sans savoir que c'est l'effet rebond et que cette forte croissance, cette forte reprise, elle sera temporaire. Elle est attendue très forte au deuxième et au troisième trimestre, notamment si on réouvre toutes les frontières, les pays, qu'on arrête les confinements, notamment en Europe. Mais quid de la suite ? Autre bonne nouvelle, ici à droite, c'est un graphique de chez Portes en Parc qui montre que les encours augmentent un petit peu, donc notamment sur les fonds mid et small caps France et Europe. Donc on a une collecte positive, on a des encours qui remontent et donc des flux entrants sur les actions, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Et puis se pose la question de l'euphorie quand on regarde notamment ce qu'il s'est passé sur les SPAC. Alors c'est peut-être qu'une poche d'euphorie, Tesla est peut-être une poche d'euphorie, le Bitcoin une poche d'euphorie également, les SPAC une poche d'euphorie, et peut-être que les marchés ne sont pas euphoriques dans leur ensemble et ne sont pas surévalués. En tous les cas, on voit bien qu'avec l'ultra-liquidité injectée par les banques centrales, on a des irrégularités de marché. Vous voyez ici, donc les SPAC c'est un autre système d'introduction boursière plutôt que de faire une introduction en direct. Vous en avez peut-être entendu parler. Si vous ne connaissez pas, vous tapez SPAC dans Google et puis vous essayez de trouver des définitions, des explications. Ce que l'on peut voir, donc, c'est qu'en 2020, il y a eu 83 milliards qui ont été levés sur les SPAC et on a même dépassé en 2020 le montant levé par les SPAC par rapport au montant levé sur les introductions boursières normales. Mais là où il y a de l'euphorie, c'est qu'en 2021, en l'espace de 2 mois et demi, 3 mois, on a levé autant d'argent sur les SPAC que l'année dernière, qui était déjà une année record. Donc là, on voit bien l'ultra-liquidité se répandre sur les marchés
des capitaux assez importants qui sont donc allés sur ces actions, ces SPAC, qui ont pour la plupart, dès qu'elles se mettent à côté en bourse, des appréciations assez impressionnantes. Certaines font x2, x3, x4 en quelques semaines, quelques mois. Mais on peut constater aussi que dès que ça tangue un petit peu sur le Nasdaq, ces valeurs-là peuvent retomber très rapidement. Donc attention. Et puis un graphique à droite ici, le BOFA, donc toujours Bank of America Merrill Lynch, Bull and Bear Indicator, qui nous montre est-ce que le marché est plutôt pessimiste ou plutôt optimiste. Et ce que l'on peut voir, c'est qu'en fait, on est passé d'une phase d'extrême pessimisme à pratiquement une phase d'extrême optimisme. Donc je vous disais juste avant qu'il y avait des poches d'euphorie, effectivement, peut-être sur les crypto-monnaies, les SPAC, les choses comme ça. Mais peut-être qu'en fait, on approche bientôt de l'euphorie généralisée sur l'ensemble des marchés qui se sont appréciés en 2020 post-Covid dans des proportions historiques. Et puis pour finir, on rappellera que ce sont les résultats d'entreprises qui comptent. Tant que les entreprises américaines et les entreprises dans le monde entier font de plus en plus de bénéfices, il est légitime qu'historiquement les marchés suivent. Simplement, vous voyez ici la timeline, la ligne de temps ici qui va de gauche à droite. Et vous voyez ici que à court terme, parfois, quand des résultats tombent, le poids des résultats est faible, mais le sentiment du risque des opérateurs est très fort. Et c'est ce qui va faire bouger le marché. Donc à court terme, le sentiment fait plus bouger que le marché que les résultats. Mais plus on va dans le temps, 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, moins le sentiment de marché importe et plus ce sont les résultats qui prennent le dessus. Tout ça pour dire que quand vous êtes investisseur de moyen long terme, tant que vous êtes investi sur des bons dossiers qui à long terme font des bénéfices, sont créateurs de valeur, eh bien ce sont ces résultats, ces bénéfices qui devraient prendre le dessus et driver votre action plutôt que le sentiment qui lui est un catalyseur de court terme mais qui à moyen long terme importe beaucoup moins. Et puis enfin ici pour finir, c'est un graphique sur les intérêts composés pour vous montrer combien d'années il faut avec des dépôts mensuels et avec une croissance de portefeuille de 8 à 12%. Si vous mettez 10 000 euros par mois de côté et que vous avez une rentabilité de 12% annuelle, alors en seulement 6 ans, vous pouvez devenir un millionnaire. Si vous mettez 300 euros par mois de côté tous les mois et qu'à l'année vous êtes à 8% de rendement, il vous faut 40 ans pour être millionnaire. Et c'est pour vous montrer tout simplement que même avec des petits versements, si on a bien sûr un taux de rentabilité relativement élevé, eh bien à terme, même avec des petits dépôts, on peut tous devenir millionnaires. On va passer à la deuxième partie d'émission, la partie analyse graphique. Je vous mets le fichier donc de l'ensemble des titres que l'on va voir, des titres français, des titres internationaux, des titres en trend following avec des GLB potentiels. Et je vous rappelle, attention aux résultats, vérifiez vos calendriers de publication. Si une entreprise publie, et on l'a vu récemment, ça peut dégazer. Donc prenez soin soit d'alléger, soit de mettre vos stops, soit de couper vos positions avant les résultats d'entreprise pour ne pas subir de revers. C'est l'heure de la pause café et de la pause musicale. À tout de suite.
Alors au passage, je remercie ceux qui m'envoient des morceaux de musique classique, c'est très sympa à vous. Donc c'est un lecteur qui m'a envoyé cette musique et je l'en remercie. Un petit tour donc sur notre CAC 40 qui est posé sur sa moyenne mobile à 20 séances. Alors quelqu'un me disait avant cette émission que cette émission devrait être relativement descriptive plutôt que porteuse d'opportunités. Alors on va le voir, c'est vrai, il y a de nombreux exemples pour des choses à faire, des choses à ne pas faire et des situations d'attente où on va justement attendre soit des retours sur support, soit des cassures de résistance. Des retours sur support au cas où le CAC 40 continue de baisser, auquel cas on attendra sagement d'avoir des prix plus bas que les cours actuels pour pouvoir se positionner sur des supports avec des stops relativement serrés. Ou bien option 2, les marchés qui tiennent et qui redémarrent, auquel cas on le verra sur certains titres, il pourrait y avoir des cassures haussières et donc des opportunités par la suite. Donc ici c'est aussi un travail de cadrage. Et c'est un travail que doit faire l'investisseur en fait, dans le sens où il doit préparer ses trades, ses investissements, préparer ses plans d'action. Je vous rappelle que quel que soit l'actif, 90% du temps, un actif est sans tendance et relativement neutre. Ce qui nous intéresse, nous, c'est d'aller sur des actifs qui bougent, qui sont dans des tendances haussières, qui cassent des niveaux et qui sont source d'opportunités. Donc il y a aussi un temps d'attente nécessaire, un temps d'analyse sur les marchés. Et même si c'est vrai que c'est moins passionnant que de passer ses journées à acheter des cassures et à profiter d'un marché haussier, eh bien ça fait partie de la bourse. On commence avec Casino. Casino qui, je le rappelle, est une des actions les plus vendues par les fonds d'investissement les plus shortés du marché français. Casino qui est baissière depuis des années. La valeur, comme de nombreux titres, s'est repris en deuxième partie de l'année 2020. On est dans une dynamique haussière sur les 3-4 derniers mois, mais le problème c'est que cette dynamique haussière, elle rencontre aussi une dynamique baissière de moyen long terme. Donc, Casino qui a communiqué en fin de semaine passée parce qu'il lance un jeton en crypto. En fait, au lieu d'avoir des points de fidélité, on va maintenant avoir des tokens. C'est un deal qui a été fait entre Casino et plusieurs marques, ainsi que CoinHouse qui s'occupe de la partie crypto, et puis de Société Générale qui s'occupe de la partie dépôt, contrepartie. Donc bon, ça a fait un peu booster le titre, qui a tenté de passer sa zone de résistance, mais on voit que pour l'instant ça ne passe pas. Donc vous avez une zone ici qui est à 29, 29,50, qui ne passe pas pour le moment. Si et seulement si on arrive à passer cette zone en force avec des volumes et à passer au-dessus des 30 euros, c'est que la dynamique insufflée en fait il y a 3-4 mois prendrait le pas et viendrait contrecarrer la dynamique baissière de moyen long terme. On est actuellement dans un range, donc ce qui se passe dans un range, c'est qu'on surveille l'éventuelle cassure de la borne haute, et effectivement si la borne haute casse, ça pourrait ouvrir un potentiel haussier. Mais attention, pour l'instant, on est sous résistance, ça n'est pas passé la semaine passée, donc on se gardera d'anticiper un passage en force pour le moment. Claranova. Alors, Claranova, faut pas que je dise de bêtises parce qu'il y a une grosse communauté dessus. Alors, on va faire du factuel. De toute façon, je fais toujours du factuel. Claranova, en fait, elle s'est très fortement reprise en fin 2016, 2017 et puis janvier 2018. Elle a littéralement explosé. Par la suite, ce qui est un peu frustrant, en fait, c'est que depuis 3 ans, Claranova publie des taux de croissance absolument hallucinants, mais les cours ne font que baisser graduellement. Point positif, on s'est stabilisé entre 5 et 9 euros grossièrement. Quand on regarde le graphique en données hebdomadaires, on voit bien cet oblique ici passant par tous les plus hauts qui bloque les prix. On est donc dans une dynamique baissière graduelle depuis maintenant 3 ans avec des plus hauts de plus en plus bas et des plus bas de plus en plus bas.
Et si et seulement si un jour ce titre venait à casser les 8 euros et a donc cassé cette oblique baissière de long terme, là on pourrait parler de renouveau, de dynamique haussière, de sortie de l'ornière et de potentiel haussier intéressant. On zoome ensuite sur le quotidien. Donc vous avez cette oblique ici qui passe par tous les plus hauts, les fameux 8 euros dont on vient de parler. Point positif ici, quand on zoome sur Claranova depuis son creux de mars dernier, mais ça c'est un peu le cas de 90% des actions françaises, on est dans une belle dynamique haussière de moyen terme sur l'année écoulée. Sur les 2-3 derniers mois, on est dans une dynamique baissière. Donc vous voyez, c'est ça qui est difficile avec Claranova, c'est que on a une dynamique neutre quand on regarde sur les 2 dernières années, une dynamique baissière sur les 3 dernières années, une dynamique haussière sur les 1 an, une dynamique baissière sur les 3 mois, et c'est donc assez compliqué. Tenons-nous-en à de la simplicité, il faut des plus bas de plus en plus haut, et il faut aussi tenir cette zone des 6,30 € qui a été testée récemment et qui correspond au plus bas de février, qui correspond à la moyenne mobile à 200 périodes. Donc tant qu'on est au-dessus des 6,30 €, ça va. Si on casse les 6,30 €, on casse les mêmes 200, on casse les plus bas précédents, et on casse la borne basse du canal haussier que vous voyez ici. Donc tant qu'on est au-dessus de 6,30 €, ça va, sous 6,30 €, warning. Quant à un signal haussier de court terme, eh bien, il faudrait casser les 7 €, 7,10 €. Si on casse 7 €, 7,10 €, on sort du canal baissier dans lequel on est depuis 3 mois et on donne une impulsion haussière et on peut peut-être aller se frotter dans ces cas-là aux 7,88 € et à l'oblique baissière de long terme. Et c'est là que le gros du combat se ferait, où la dynamique haussière de court terme rencontrerait la dynamique baissière de très long terme. Donc voilà, dossier toujours un peu compliqué techniquement parlant, neutre sur les dernières semaines et qui doit casser les 7,10 € pour pouvoir ouvrir un potentiel certain. Tant qu'on est dessous, c'est très neutre. Inventiva, on avait parlé d'un retour sur la MM200 qui s'est fait. On a une stabilisation qui est en place depuis 10 jours. Et on a donc une tendance qui est passée de baissière à neutre. Et ce qu'il faut espérer par la suite, c'est que la dynamique neutre se transforme en dynamique haussière. Pour pouvoir se faire, donc on a un range qui se forme, et il faudra sortir de ce range violemment par le haut, avec volatilité et volume, afin que la dynamique qui est désormais neutre repasse haussière, et nous permettre de nouveau de viser les résistances, ici les 12,80 €. Jacquet Metal, secteur des matériaux de base, qui s'est très fortement repris ces derniers mois, ces derniers trimestres. Simplement, regardez ici, quand j'ouvre un graphique sur 5 ans, on peut voir qu'on a fait quand même un bon bout de chemin et qu'on est revenu sous des niveaux majeurs de résistance. On a donc pour moi atteint en quelque sorte le potentiel haussier et je n'en vois pas beaucoup au-dessus de sa tête. Si on regarde ici, on était dans un range entre 7,50 € et 13 €. Si on reporte ce range à sa cassure, ici à 13 €, ça nous donnait un objectif haussier théorique vers 18,50 € qui a été atteint et dépassé. On est même monté jusque 20 € et les 20 € c'est quoi? Eh bien c'est un niveau de prix qui a fait résistance en 2015, qui faisait résistance en 2016 puis support de début 2017 et c'est aussi un niveau qui a été retesté en octobre 2018 quand on l'a cassé. Donc faut pas oublier d'où on vient. On était à 8 € en septembre, on est monté jusqu'à 20 €, on a donc consommé en quelque sorte une grosse partie du potentiel haussier. Après, si vous êtes long terme sur ce dossier, que vous pensez qu'il va aller plus haut, qu'on va casser les 20 € et qu'on va continuer de monter, vous voyez ici qu'on a un gap, qu'on est peut-être en train de venir tester, voire de fermer. Et votre stop, en théorie, doit être sous ce gap, doit être sous les 18 € pour pouvoir tenir la position à court terme. Ce qui me gêne aussi, c'est qu'on a un autre gap ici, à 17 €. Donc ça veut dire que si vous êtes un investisseur de moyen long terme qui veut viser plus haut, vous devez au minimum avoir des stops larges sous les 17 €, au cas où on viendrait combler les gaps avant de repartir. Donc voilà, beau parcours réalisé, ne pas oublier de prendre de bénéfices, ne pas oublier de remonter les stops au cas où on n'aille pas plus haut.
JC Deco. Alors JC Deco, on regarde le graphique de long terme, on voit que ça baisse depuis 2015, on est dans une dynamique baissière forte. Donc ici aussi on a beaucoup baissé, donc on est remonté très nettement. Mais vous voyez, d'un simple coup d'œil, ce niveau qui correspond au plus bas d'octobre 2019 et au plus haut de novembre 2020 que l'on vient de nouveau de tester. Donc là c'est pareil sur JC Deco. Oui, post-crise et lorsque le vaccin est sorti, on est fortement remonté. Oui, car les marchés sont haussiers ces derniers mois, et bien la valeur s'est reprise et est revenue tester ce niveau de résistance. Mais pour l'instant, ça ne passe pas. Donc, si on est acheteur, on va remonter les stops soit sous le précédent creux, soit celui d'avant, donc les 19,20 €. Et on va laisser une chance au titre, qui est toujours bien soutenu aujourd'hui, peut-être qu'elle a publié. Et on va laisser une chance au titre de tenter de dépasser les 22 €, auquel cas on ouvrirait un nouveau potentiel. Par contre, si on n'a pas JC Deco en portefeuille, eh ben, je trouve ça compliqué d'intervenir sur les niveaux actuels, puisqu'on est passé de 15 à 21 €, on a gagné 30%, on est sous un niveau de résistance, donc intervenir sur un tel niveau n'est pas du tout optimum. McPhy Energy. Alors McPhy, c'est un peu comme Gossin, comme Carbio. Il y a quelques valeurs en fait qui, entre la fin d'année et le début de cette année, ont fait des sortes d'ETE. Donc McPhy faisait une sorte d'ETE ici, qui n'est pas particulièrement propre, mais on avait l'idée. Et il fallait pas casser les 30 €. Les 30 €, elle les a cassés, elle est revenue à 25. Et elle est revenue proche de MM200. Je pensais qu'on viendrait faire une mèche sous MM200 qui nous permettrait peut-être de rentrer à bon prix. Elle ne l'a pas fait. Donc alors qu'elle était faiblarde depuis le 15 janvier, je l'avais un peu mis de côté et je me disais on verra s'il y a un trou d'air, peut-être pour intervenir entre 20 et 23 €, ce serait intéressant. Mais elle tient bon. Elle tient bon, elle rebondit, elle a été soutenue par des recommandations de courtiers, elle est toujours au-dessus de sa moyenne mobile à 200 périodes, donc si on fait du trend following, on est haussier à moyen long terme, les plus bas et les plus hauts sont de plus en plus hauts, et pour l'instant elle garde son rythme de progression, et tout va bien pour les investisseurs de moyen terme. Simplement parce qu'on revient sur des niveaux de prix ici qui ont bloqué post-publication de résultats, 31,50 est une barrière. Et si on bloque sous cette barrière, peut-être qu'on reviendrait vers la MM200. Donc pour ceux qui voudraient rentrer sur McPhy, on peut surveiller un passage en force des 31,50 ou bien on peut surveiller un éventuel retour des prix sur les plus bas récents à 27,30. On aurait la moyenne mobile à 200 périodes qui arriverait en soutien et ce serait un point d'intérêt. Si bien sûr on casse ce point d'intérêt, alors le scénario gros trou d'air en direction des 20 € prendrait le dessus. C'est un scénario que j'attendais, mais force est de constater qu'on tient bien depuis 3 semaines, donc peut-être qu'il faut s'en tenir à être positif sur ce dossier tant qu'il reste au-dessus de sa moyenne mobile à 200 périodes. Energy Group, alors ça c'est une action que je n'ai pas regardée depuis un bon bout de temps. Baissière depuis 2007, comme de très nombreux titres a fortement baissé avec le Covid, c'est bien repris, est revenu sur son niveau de janvier 2020, donc on a atteint ici un objectif majeur de rebond, on a retracé 100% de la baisse du Covid, et maintenant on se cherche. Si vous partez du principe que Energy a fait un point bas et que c'est un dossier intéressant à détenir dans une optique de moyen terme, vous pouvez essayer de matérialiser la dynamique en place. D'ailleurs, on voit qu'avec ce canal, c'est pas mal. On voit bien que ça nous donne les points bas et les points hauts. Donc pour pouvoir intervenir, il faudrait attendre soit un repli vers le bas de ce canal et la moyenne mobile à 200 périodes, donc vers les 6 €, ou bien attendre une cassure en force de ce niveau clé qui correspond donc au plus haut d'avant Covid, auquel cas on ouvrirait peut-être un potentiel haussier. Donc c'est un titre qui n'est pas très liquide, il faut faire attention à cela. Et c'est peut-être un titre, si le lecteur qui me l'a proposé, s'il vous intéresse dans une optique d'investissement de moyen long terme, c'est plutôt un titre que vous allez essayer d'acheter sur un éventuel repli, un trou d'air, plutôt que de l'acheter en cas de cassure haussière.
Donc on se satisferait peut-être d'un retour des prix en direction des 6 euros pour pouvoir intervenir à bon prix. Farnext. Alors Farnext, c'est une biotech accidentée, point haut à 30 euros en 2019, elle a chuté jusque 3 euros, donc divisé par 10 par la suite. Ça fait maintenant un an que Farnext est complètement neutre. Vous voyez que le point bas du Covid est à 3 euros, qu'elle est à 3,60 €. Donc contrairement à de très nombreux titres, il n'y a pas eu de reprise ici, il n'y a pas eu de rebond fort. Je crois d'ailleurs qu'elle a fait une augmentation de capital récemment, mais cette augmentation de capital a été plutôt bien accueillie par le marché. Donc ici, simplement, ce que je voulais vous montrer, c'est que il faut être patient. Il faut être patient, il y a un range entre les 2,90 et les 4 euros. Le jour où Farnext, si elle y arrive, casse les 4 euros avec volume et volatilité, on sort d'un range par le haut, on reporte le range à sa cassure et on pourrait de nouveau viser les 5 euros, soit les cours atteints ici en avril post-crise du Covid. Donc voilà, ici on laisse du temps au temps, soit on est fan du dossier, on la connaît très bien et on attend un retour à 3 euros pour en acheter, soit on est plutôt en mode trading investissement sur valeur haussière et donc on attend une cassure franche des 4 euros et une sortie de range pour pouvoir intervenir. Ubi. Alors ici, vous voyez, dans cette émission, c'est un peu particulier, mais j'ai besoin en fait de prendre du recul. Enfin, la plupart du temps, c'est ce que je fais, mais il y a des fois où on peut se satisfaire du court terme pour avoir une image assez propre du marché. Ici, il faut regarder à moyen long terme ce qui se passe. Ubi a déçu, Ubi elle est tombée, elle a cassé sa MM200 à 75 euros et puis elle baisse depuis plusieurs semaines. Elle appuie sur le pied sur le frein, elle tente de se stabiliser une fois, deux fois, trois fois. Est-ce que ce serait enfin la bonne? La question c'est de se dire, est-ce que cette fois elle a atteint un gros niveau? Et c'est vrai qu'elle a atteint un énorme niveau de soutien théorique puisque les 62-63 euros, elle les a testés en 2017, début 2018, fin 2018, début 2019, post-Covid en mai 2020. Donc oui, nous sommes enfin sur un énorme point dur sur Ubi, ce qui lui permet ici de faire des chandeliers intéressants, hein. Elle fait elle a fait un marteau, elle a fait un doji avec une longue mèche basse. Donc on voit bien que la pression baissière s'estompe, les acheteurs sont de retour. On voit ici vendredi, ah oui, pic de volume, mais c'est dû à l'échéance des 4 sorcières et échéance mensuelle et trimestrielle qu'on a eu vendredi dernier. D'ailleurs, si vous avez des titres sur lesquels vous avez constaté des volumes énormes vendredi dernier, c'est tout simplement parce qu'il y a eu l'échéance trimestrielle, hein. Ce ne sont pas des volumes que l'on peut prendre comme des volumes caractéristiques de signaux haussiers ou baissiers. C'est tout simplement que les opérateurs ont coupé leur position pour la fin du mois et du trimestre. Et ils ont par la suite roulé leur position. Donc ici sur Ubi, il y a du mieux. On a peut-être atteint une zone majeure de soutien. On est en train de faire des chandeliers de retournement. Simplement, vous le savez, on ne passe pas d'une tendance baissière à une tendance haussière. On passe d'une tendance haussière peut-être à de la neutralité, à une stabilisation à plat. Et puis, on va essayer de définir en fait une zone de prix dans laquelle elle pourrait latéraliser un certain temps. Donc on a une zone ici entre les 66 euros qui ont bloqué la semaine dernière à 4 ou 5 reprises, une zone de soutien sur les 61-62. Donc peut-être que plutôt que de l'acheter toutes les 3 ou 5%, eh bien qu'il conviendrait d'en acheter peut-être un petit peu sur ce support, puis d'attendre derrière un retournement, d'attendre que l'on se reprenne, qu'on casse la moyenne mobile à cette période, puis qu'on casse la moyenne mobile à 20 périodes et qu'on ait vraiment un courant haussier de court terme, plus qu'une simple stabilisation. Donc je sais que certains d'entre vous sont déjà rentrés, vous êtes plusieurs à m'en avoir parlé en fin de semaine dernière, à être rentrés vendredi ou ce lundi. Donc pour ceux qui l'ont fait, c'est simple, les stops doivent être placés sous les 62 euros, voire sous les 61,50 si vous voulez vous donner un minimum de marge. Enfin, dernière action de la partie France, Unibail.
Là, je crois que le schéma est plutôt simple, hein. On a eu un rebond technique très puissant en mai dernier qui nous a poussé à 75 euros. Récemment, on a eu une poussée de 54 à 74 euros, donc pratiquement 40% d'appréciation. Mais forcément, avec l'Europe qui est à l'arrêt, avec le confinement qui se poursuit en France, en Allemagne, eh bien, les opérateurs restent à l'écart de ce secteur et restent à l'écart des foncières. Donc voilà, pour ceux qui font du moyen long terme, tant qu'on est sous les 75 euros, ça reste au mieux neutre. On n'oublie pas que sur les dernières années, hein, Unibail, c'était déjà baissier avant la crise, c'était déjà baissier en 2018, en 2019. On se dit que c'est bas, mais en fait, c'est un value trap. C'est voilà, c'est tout simplement un secteur qui est vieillissant, un business qui est mis à mal par les nouveaux modes de consommation et de travail. Il y a de plus en plus de gens qui commandent sur Internet, il y a de plus en plus de gens qui ne vont plus dans les magasins, de plus en plus de gens qui travaillent à distance, en télétravail ou autre. Donc pour tout ce qui est bureau d'entreprise, bureau de centres commerciaux, enfin beau dans les centres commerciaux, c'est pas un secteur qu'on peut dire d'avenir. Voilà. Donc ici, on attendra soit une cassure de résistance, soit bien évidemment un retour vers les supports. Et le support ici, il est très clair, il a été testé 3 fois, c'est la zone des 55 euros. Et juste en dessous, on retrouve la moyenne mobile à 200 périodes en rappel. On passe sur les actions internationales avec ASML, semi-conducteurs, ça se porte toujours bien, STM, BCI, ASML, voilà, ce sont des valeurs très porteuses en 2020, en 2021 aussi, il y a des pénuries de composants dans les semi-conducteurs, voilà, on a un marché qui est toujours très tendu, un secteur qui est toujours très recherché. On a inscrit un beau point bas ici à 424 euros qui d'ailleurs a permis de combler un gap qu'on avait laissé ouvert. Vous voyez ici, il y avait un petit gap. On ne l'a pas comblé complètement le 28 janvier, mais on est venu le combler le 5 mars. Donc ça, c'était très joli parce qu'avec cette petite mèche basse, on a comblé le gap et ensuite, on est reparti. Donc là, si vous êtes investisseur de moyen terme, vous avez vraiment un beau support qui s'est mis ici. Et imaginons que vous étiez rentré ici ou là ou là. Vos stops maintenant peuvent être en théorie remontés sous le creux précédent, puisqu'on est en train de repartir vers les plus hauts en espérant bien évidemment qu'ils soient par la suite dépassés. Century Casino au Nasdaq. Alors les jeux en ligne, les paris sportifs, les jeux en ligne, le trading en ligne, les cryptos en ligne, etc. Tout ça, ça a explosé ces derniers mois. Donc bien évidemment, si vous donnez des chèques à des Américains, ça peut se retrouver dans des applications de jeux, de paris, de casinos, etc. Voilà, Century Casino post-Covid s'est vite reprise, elle a inscrit là de nouveaux records. Donc on n'est pas dans une GLB, mais on est... alors vous voyez, on inscrivait des nouveaux records sur les 10 dernières années et on a buté parce qu'on est peut-être allé un peu trop vite sur des records historiques, au-dessus des plus hauts de 2006-7. Simplement, ce que je voulais montrer avec ce canal haussier, c'est que parfois, il y a un rythme de progression à respecter. Et ici, le titre a peut-être été un peu haut, un peu vite en besogne. Résultat, il est passé très rapidement de 7 à 13 dollars. Et par la suite, on assiste à des prises de bénéfices. Prises de bénéfices qui ont permis de combler le gap qu'on avait laissé ouvert sous nos pieds. Donc peut-être qu'elle va rebondir à partir de maintenant. Ou bien, si elle doit encore consolider un petit peu plus, revenir vers cette zone justement tampon des 9,30, 9,80, testée en 2018, testée en 2019, ancienne zone de résistance qui fait maintenant support théorique. Donc si la personne qui m'a posé la question sur cette valeur ici cherchait un point d'entrée, on a un point d'entrée qui en théorie se trouve sur la médiane de ce canal vers les 9,30$, 9,50$. Discovery, alors il y en a plusieurs, disque A, disque B, disque K. C'est assez hallucinant cette pente. Donc ici voilà le graphique sur 15 ans. Et vous voyez là c'est une discovery de nouveau prix. J'ai pris cet exemple là pas pour vous dire d'acheter au cours actuel, mais tout simplement pour vous montrer que parfois aux États-Unis, plus souvent qu'en Europe, c'est clair,
on a des valeurs qui rentrent dans des dynamiques haussières extrêmement puissantes, dynamiques haussières qui peuvent parfois se quantifier, et on va essayer de trouver simplement des moyennes mobiles qui vont épauser les cours. Vous voyez qu'ici la moyenne mobile à 7 périodes est parfois cassée puis reprise. Mais sur une valeur comme ça, en fait, il suffirait de prendre une moyenne mobile, par exemple, à 12 périodes peut-être, et une moyenne mobile ajustée, en fait, qui permet de passer par les plus bas. Et tant qu'on est au-dessus de cette moyenne mobile ajustée, parce que si on prend la moyenne mobile à 7, eh bien parfois on la casse puis on repasse au-dessus. Si on prend cette moyenne mobile ajustée, elle colle parfaitement au point bas, et donc on peut rester haussier tant qu'on est au-dessus. Donc là, vous voyez, en plus, on a un creux récent qui s'est fait à 71$, la moyenne mobile à 12 périodes qui est à 71$. Donc, si j'étais court-termiste, si j'étais monté dans le train peut-être un peu tardivement sur ce dossier, eh bien j'aurais tendance à avoir un stop sous les 71 ou sous les 70$ pour sortir au cas où on casserait cette moyenne mobile qui jusqu'ici cadrait parfaitement la hausse. Electra Mechanica. Alors là, c'est de la valeur punchy, hein, c'est valeur américaine, donc quand ça part, ça ne fait pas semblant. Vous voyez qu'ici, on a cassé la moyenne mobile à 200 périodes, donc c'est la renaissance du titre, suivi par une longue consolidation. De nouveau, un pic haussier majeur avec des volumes historiques. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on est de nouveau dans ce schéma, ce phénomène de consolidation comme on l'a fait par le passé. Ce qui est intéressant, c'est de voir que la moyenne mobile à 200 périodes est réactive. Donc on a un point d'entrée hypothétique si on revient sur cette moyenne mobile à 200 périodes. Ou bien, si l'on souhaite pas se faire piéger et subir une cassure de MM200, au cas où ça arrive, sur ce genre de titre, on peut peut-être intervenir sur cassure haussière. Vous voyez qu'on bloque pour le moment sous MM20 jours, et puis qu'on bloque sous les $6, $6.10, 15. Donc peut-être que dans ce type de configuration, il faut laisser le titre consolider en espérant qu'il tienne sa MM200, puis qu'il casse à terme la zone de résistance et les $6.15. Donc ici, hop, je vais me mettre une alerte en surveillance à $6.15, et si l'action effectivement après une période de consolidation puis de latéralisation casse sa résistance, c'est que potentiellement elle redémarre, et vu que c'est un titre qui a été punchy par le passé, ça pourrait être intéressant de s'y intéresser à ce moment-là. Alors Flow Traders, c'est une action qui est très particulière, c'est une action qui, dès que le Covid a commencé à exploser à la hausse, action qui est en rapport Flow Traders, avec les volumes traités sur le marché action, qui dit confinement dit que tout le monde trade en Europe, aux États-Unis, ce qui permet à cette société de faire des chiffres d'affaires et des résultats nets exceptionnels, historiques. En fin d'année dernière, c'est retombé. On aurait pu penser qu'avec des confinements, reprises économiques, ça allait se calmer. Mais on voit bien que depuis la fin d'année 2020 et le début de l'année 2021, cette action est fortement repartie à la hausse. Donc ici, les opérateurs jouent le fait que on a eu des nouveaux entrants sur le marché action, et c'est pas un phénomène qui n'est que de court terme. C'est un phénomène qui est peut-être de moyen long terme, qui est porteur pour ce dossier, et ce qui lui a permis donc de redémarrer en dynamique haussière. Là, vous voyez que la relation avec la moyenne mobile à 20 jours, elle est plutôt propre, puisqu'on est venu la tester ici, elle a tenu, encore ici, elle a tenu, ici aussi. Donc on peut partir du principe que la MM20 est un pivot clé, et la MM20, elle passe à 34,80. Et les 34,80, c'est quoi? C'est les anciens plus hauts ici de juillet 2020 et de septembre 2020. Donc c'est un pivot majeur. Donc si la personne qui m'a posé la question sur ce dossier est rentrée dans la hausse, en théorie, son support est à 34,80 et son stop doit être dessous. Qu'est-ce qui me dérange un petit peu avec ce titre? C'est que c'est un titre qui opère par vague. Il peut monter très violemment, puis ensuite rechuter, remonter violemment, rechuter, et ainsi de suite. Or, avec les cassures de résistance, on est en train de monter, mais on approche des plus hauts ici de 2018. Donc attention, il y a encore des barrières sur ce dossier, mais bon, peut-être que plutôt que de se focaliser sur les barrières, on peut se focaliser sur la dynamique haussière, et tant qu'on est au-dessus de cette moyenne mobile à 20 jours et des 34,80, rester haussier.
On retourne aux États-Unis, me semble-t-il, au Nasdaq avec Oprah. Pareil, ici c'est une valeur très erratique. Forte hausse, forte baisse, forte hausse, et ainsi de suite. Donc pas un dossier évident. C'est quelqu'un qui m'en a parlé, qui m'a dit qu'est-ce que tu penses de cela. Point positif en fait, on est dans une dynamique haussière, on a cassé un gros seuil ici à 11,30 $, on est venu se stabiliser au-dessus, donc ça c'est un point positif. On est aussi à moyen terme, on est au-dessus des mêmes 200. Simplement, on est dans une latéralisation et pour pouvoir relancer la dynamique haussière, il faut casser les 13,20 $. Si on ne casse pas les 13,20 $, on est dans un cas de risque que ça retombe, tout simplement. Et si la personne qui en a acheté m'a posé la question et est rentrée bas, bah faut tout simplement pas qu'on retombe sous les 11,40 $. Et le problème, c'est qu'en plus, on a fait des mèches parfois à 11 $ ou 10,80 $. Donc pour le placement du stop, elle est pas simple du tout. Donc si vous étiez sur un trade de court terme, que vous êtes rentré tôt, il faut remonter votre stock de protection en espérant qu'on tienne au-dessus des 11,45 $, puis qu'on vienne casser les 13,20 $. Si vous n'en avez pas, faut attendre la cassure des 13,20 $, des plus hauts des 2-3 dernières semaines, pour relancer la dynamique haussière et permettre au titre d'aller plus haut. Post-NL à Amsterdam, donc là c'est vraiment une tendance haussière magnifique. Post-Covid, ce titre s'est repris et enchaîne les plus hauts et les plus bas de plus en plus haut. On est dans une tendance haussière manifeste. On arrive sur des zones de prix d'importance. On a quand même pas mal par le passé travaillé les 4 €. Et juste au-dessus, il y a les 4,30 €. Les 4 €, on les a travaillés en 2015. On les a travaillés en 2016, on les a travaillés en 2017, 2018. Donc c'est pas un petit seuil, une petite zone que l'on vient d'atteindre. Si on arrive à passer cette zone-là, au-dessus, il y a les 4,25 €. Mais n'oublions pas qu'on vient de 1,05 €, que la valeur a quadruplé et qu'il faut prudence garder. Donc ici, bravo à tous ceux qui en ont, à court comme à moyen terme. On est sur un objectif clé, à vous de voir si vous prenez des gains ou si vous remontez vos stops. Et si vous remontez vos stocks de protection, on peut partir du principe que les 3,80 qui ont bloqué une fois, deux fois, puis qui sont passés la troisième fois font support. Donc vos stops doivent être en théorie sous l'oblique ici qui passe par tous les plus bas de ces derniers mois et sous la moyenne mobile à 20 périodes, donc sous les 3,70. Voilà. Tant qu'on est au-dessus des 3,70, elle est haussière à court et moyen terme. Si on passe sous les 3,70-80, on casse pas mal de supports et ça voudrait dire à ce moment-là qu'on a atteint un objectif majeur et que les cours ont besoin de purger. Sony Corp, trend following, tendance haussière, moyen long terme, tout est haussier. On a une oblique ici qui permet de rentrer sur des replis. Il y a eu un repli là qui permet de rentrer, un autre repli ici. Donc là, hop, on surveille en fait la zone des 107, on va dire 107,50, 108, pour se donner un peu de marge. Donc possibilité numéro 1, on casse la résistance. Possibilité numéro 2, on revient vers l'oblique, qui pourrait être un point d'entrée pour acheteurs en trend following sur repli. Rentrer sur une oblique permet quoi? Ça permet de rentrer à un prix plus bas avec un stop juste sous l'oblique, de telle manière que si l'oblique tient et que le cours redémarre, c'est très bien, mais si le cours ne tient pas et qu'on casse l'oblique, votre stop en fait n'est qu'à 2 ou 3%. Si vous achetez la cassure des 107, 108, vous êtes obligé d'avoir un stop sous les 103, 104, un stop à 5 ou 6%. Minimum. Si vous achetez pile poil l'oblique, vous pouvez avoir un stop parfois à 2 ou 3%. Donc c'est à ça que ça sert d'acheter sur repli, sur support significatif. Spotify au NYSE. Donc là, on a une action qui a fait un très beau parcours post-Covid, qui est passée de 120 à 380. Elle a triplé, simplement, on voit qu'elle a du plomb dans l'aile. On a eu un excès haussier ici qui s'est soldé par une reprise baissière en 2 temps. On est venu chercher la moyenne mobile à 200 périodes qu'on a violée, qu'on a cassée et autour de laquelle on tricote. Et donc là, en fait, je cherche un point d'achat sur cassure.
soit un point d'achat sur support. Donc le support il est clair, c'est les 232 $, testé une fois, deux fois, donc si on y revient, c'est un support clé. Donc on a envie de revenir soit sur repli significatif sur un support majeur, soit sur une cassure haussière, c'est-à-dire un retour des acheteurs. Et on a donc un niveau de prix qui a été testé une fois, deux fois, trois fois, et qui a été testé récemment une quatrième fois la semaine dernière. Et ça c'est très intéressant, c'est très important parce que ça valide la pertinence de ce pivot. Donc ça veut dire que si on arrivait à casser ce pivot, les 292 et le plus haut de la semaine passée en force, les acheteurs reprendraient la main. Tant qu'on est dessous, il n'y a rien à faire. Si ça baisse plus, on peut surveiller un achat sur port. Et si on végète un certain temps et que ça casse la résistance, on peut se mettre une alerte à 292,13 et rentrer en cas de cassure validée. Et puis Teradata, là pareil, on est sur un dossier un peu particulier qui revient sur ses plus hauts de 2019, qui étaient d'ailleurs peut-être des plus hauts, non, c'était pas des plus hauts historiques. Donc ici un titre qui sort de nulle part et qui vient de doubler, presque même de tripler en l'espace de 2-3 mois. C'est un titre punchy sur lequel on a eu des volumes historiques, simplement post-volume historique, post-explosion haussière, on est dans une latéralisation. Donc ici aussi, même chose, vous aimez le dossier, vous le connaissez, vous voulez acheter sur repli, vous avez une zone de repli ici vers 39 $ pour pouvoir intervenir. Donc si les cours perdent 10%. Autre solution, vous voulez rentrer uniquement si cassure haussière est reprise en main des acheteurs. Vous avez un pivot qui s'est créé. On a testé en effet ces derniers jours 45,50 une fois, deux fois, trois fois. Donc si les 45,50 passent, on a un signal haussier de court terme et on peut peut-être tenter d'y retourner. Dans la période de neutralité, on n'a rien à faire. On attend soit un retour sur support, soit une cassure de résistance. Et puis pour finir, on va passer aux actions trend following, GLB. Il n'y a pas de GLB en ce moment, les marchés sont dans une consolidation. Il y a des valeurs trend following qui certaines ont bien consolidé, comme Esker. Donc Esker, star de 2019-2020. Elle est passée de 250 à 180 € en quelques semaines, donc une belle consolidation de 26%. Simplement, vous voyez bien qu'à moyen long terme, ça reste haussier. Donc ici, on est à la confluence entre une dynamique baissière de court terme et une dynamique haussière de moyen terme. Les plus férus de ce dossier ou les plus agressifs ont acheté ces derniers jours. Et il y a 2 jours, je vous ai posté un graphique, je vous ai dit qu'il faut absolument tenir ici pour pouvoir permettre au cours de repartir, sinon on a un risque d'aller vers MM200. Donc certains se sont placés à l'achat, ici le support a été très proprement testé à 181, 182, double creux, double test, donc on a pu acheter le support, mettre le stop dessous, de telle manière que si on a acheté 184 et qu'on a un stop à 178, ça fait un stop de 3-4%. C'est pas grand chose. De telle manière que si ça tient et que ça repart, c'est bien, mais que si ça casse, on perd que 3% et on pourra peut-être derrière intervenir 10 ou 15% plus bas sur le support suivant. Donc ici aussi, tendance baissière de court terme. Cette tendance baissière est peut-être en train de se transformer en neutralité, ce qu'on espère pour les acheteurs. Et pour les plus prudents, on attendra que la phase de neutralité se fasse, puis qu'on repasse les 198-200 et qu'on relance la dynamique haussière de moyen terme. Donc voilà, c'est ça qui n'est pas facile dans l'émission que je fais aujourd'hui, c'est que on est sur beaucoup de titres, comme vous venez de le constater si vous écoutez depuis tout à l'heure. On est à la croisée des chemins. On est à la croisée des chemins avec des tendances baissières court terme, tendances haussières de moyen terme. Est-ce que ça va repartir maintenant ou est-ce qu'on va aller un cran plus bas? C'est pas facile de le savoir. On ne le sait pas de toute façon. Donc on ne peut utiliser que comme arme notre précision et notre money management en entrant précisément sur un creux avec un stop serré. On se donne la possibilité d'être dedans si ça remonte et au pire un risque faible au cas où ça baisse. Eurofins, c'est vraiment impressionnante, contrairement à Biomérieux et à Sartorius qui avaient fait de superbes parcours en 2020 et puis qui ont perdu de leur superbe ces dernières semaines. Eurofins est le seul titre du secteur qui a
consolidé et qui est reparti et qui est proche de ses plus hauts historiques. Donc ici vraiment, voilà, configuration magnifique, un des dossiers les plus haussiers, les plus solides du secteur. Il faut dire que le support ici était propre à 73-74 euros. On l'avait testé une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. On est venu faire un pullback, ça a tenu, ça a redémarré par la suite. Donc là, si on est acheteur, à moyen terme, on a un stop sous les 73. On attend la cassure des 83-84. On attend que les cours s'affranchissent de la résistance et montent plus haut. Et alors, peut-être qu'on pourra remonter le stop d'un cran. Mais il faut laisser du temps au temps. Et vous voyez d'ailleurs qu'elle avait déjà fait la même chose par le passé. Elle est plutôt propre, hein. C'est ça qui m'a attiré dans l'analyse de ce titre, c'est que ici on avait fait la même chose. Résistance, cassé, devient support, on retouche le support, ça redémarre. Résistance, maintes fois testé, on la casse, on revient dessus et ça redémarre. Donc ici vraiment on a un titre d'une propreté graphique assez déconcertante, mais qui peut bien évidemment nous être très utile. Euromedis, je l'ai choisi parce que plus que de vous parler de cette valeur en vous disant qu'elle est trend following, on l'a déjà vu ensemble, c'est de vous dire qu'elle va publier bientôt. Je crois de mémoire, en fait de mémoire je n'ai plus, mais je pense savoir qu'elle publie bientôt. Donc j'invite ceux qui sont dessus à agir en conséquence, fonction de leur profil. Si on est très long terme, qu'on a acheté le titre à 10 euros, je peux très bien comprendre qu'on ne fasse rien. Mais si on a acheté le titre la semaine dernière en accélération au-dessus des 17 euros et qu'on gagne 3-4%, la question se pose. Le secteur est toujours entouré, Biozinext, Eurobio, Euromedis, etc. Mais on voit bien que ça consolide depuis 2-3 jours. Donc ici, c'est la publication qui va changer la donne. Option 1, ça déçoit, on revient vers les 15 euros. Option 2, on va chercher enfin les 22 euros, voire on les dépasse. En théorie, les résultats devraient être historiques, donc magnifiques, donc appréciés. Mais est-ce que le titre, est-ce que les opérateurs ont anticipé ces bons résultats? On a bien vu sur Eurobio ou Biozinext dans le secteur valeur Covid, que parfois les résultats étaient excellents, mais engendraient des prises de bénéfices. Donc ici, c'est qui tout double avec la publication. Focus Home. Alors Focus Home, c'est une valeur trend following, très fortement haussière, et elle est en train de nous faire un petit peu une configuration déjà connue. Le problème, c'est qu'il y a deux options. Option 1, same same. Same same, ça veut dire la même chose. Elle était haussière ici en septembre, on a consolidé pendant 2 mois, on est sorti par le haut de la consolidation et derrière on a pris 30-40%. Donc si on est dans le même scénario, on vient de consolider dans un range, même si cette consolidation était plus courte que la précédente, on casse le range par le haut et on démarre une nouvelle phase haussière qui pourrait aller très haut très vite. Mais, le bémol, si vous voulez, c'est que pour moi, plus longtemps un range dure, plus sa cassure est violente et peut permettre une appréciation des cours. Or ici, j'ai l'impression que c'est un peu une cassure forcée, en quelque sorte. C'est-à-dire que plutôt que de latéraliser, les prix montent graduellement et que grâce à cette montée graduelle, on est en train de tenter de dépasser la résistance. Je crains aussi que ce soit une valeur qui soit pas extrêmement liquide, et parce que j'ai publié hier la liste des valeurs dont j'allais parler aujourd'hui, je pense que certains regardent cette liste de valeurs et essayent de se demander pourquoi j'en parle. Or, la raison était simple, on était sous une résistance et j'allais donc vous dire, quand je préparais les actions hier, que si on cassait la résistance, ça pourrait être peut-être un signal haussier comme par le passé. Mais j'ai l'impression qu'on est sur du signal haussier forcé. Alors là, c'est plus du domaine de la sensation que de l'analyse. Et je me dis que peut-être qu'un cadrage plus correct serait de prendre le plus haut ici comme résistance et donc de tracer mon range de la sorte. Auquel cas, on vient d'atteindre une zone de résistance ce matin, plutôt que de dire on vient de casser une résistance et on va effacer les plus hauts facilement et on va s'envoler. Donc si vous avez acheté la cassure des 66, je peux le concevoir, c'est une belle valeur, tendance haussière court terme, moyen terme, long terme.
Simplement, il faut absolument tenir au-dessus des 66 et il faut rapidement effacer les 69, 69,20, soit les plus hauts annuels qui sont peut-être même c'est des plus hauts historiques. Donc si on arrive à enchaîner et la cassure des 66 et des 69, c'est très bien. Mais si on bute sous 69 et qu'on revient sous 66, c'est qu'il faut peut-être garder en tête cette deuxième option. Cette deuxième option qui est que la vraie cassure, le vrai signal, ce serait en cas de cassure des plus hauts historiques, au-dessus des 69,20. Et donc qu'on est plus sur un objectif que sur un signal. J'espère que c'est clair quand je l'explique. J'ai Quantum Génomique. Alors Quantum Génomique, c'est un peu comme Claranova. Il faut que je fasse attention à quels mots j'utilise, quelle dialectique, car c'est un dossier qui est très apprécié et suivi. Prenons un peu de recul dessus. Quantum Genomics, biotech française, avec des grosses phases de volatilité à la hausse comme à la baisse. En données hebdomadaires, voici ce que j'ai sur Quantum Genomics, avec une oblique qui passe par tous les plus hauts de 2016, de 2017, de 2018 et qui passe vers 6,50 €. Donc c'est un peu l'équivalent des 8 € tout à l'heure sur Claranova. L'option la plus haussière, ce serait que nous avons fait une impulsion haussière forte ces derniers mois, on est dans une latéralisation, on est bloqué sous une résistance, la résistance elle est superbe et elle est très très claire, c'est les 5,70. On les a testés une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, 5 fois en 2019 et on est revenu les tester en 2020, ça a bloqué, en 2021 ça a bloqué. Donc au-dessus des 5,70, ce serait une porte qui s'ouvrirait vers cette oblique baissière, et si cette oblique baissière casse, là c'est vraiment un beau chemin qui pourrait être effectué par le titre. Si on est dans une figure de continuation, on a eu une poussée haussière, une conso à plat, derrière on aurait une deuxième poussée haussière qui nous permettrait de revenir vers les plus hauts de ces 5 dernières années, vers les 8 €. Donc ça c'est le schéma positif. Je rappelle qu'elle publie jeudi, dans 2 jours. On va zoomer un peu plus sur la situation. Point positif numéro 1, elle a tenu son support. Point positif numéro 2, elle est sortie d'un range par le haut en cassant les 4,80. Maintenant, il y a les résultats qui vont tomber. Alors ça reste des résultats de biotech qui n'auront peut-être pas une forte incidence, quoique peut-être que dedans il y aura des informations sur les upfronts des derniers partenariats, je ne sais pas. Si les résultats sont mauvais et qu'on retourne sous 4,85, eh bien de nouveau la neutralité prévaudrait, il n'y aurait pas de dynamisme et ce serait de nouveau la belle au bois dormant qui se réendormirait. Si les résultats sont bons et qu'ils nous amènent d'une manière ou d'une autre au contact des 5,60, 70 et que pour la première fois depuis plus de 2 ans on les casse, ce serait un signal extrêmement puissant. Donc je souhaite tout le meilleur aux actionnaires de Quantum Genomics. J'en ai parlé quand elle a fait son double creux, j'en ai parlé quand elle était dans son petit range avant qu'elle le casse. À vous de voir si vous allégez, tenez, stop court ou large pour les résultats et faites attention à vous, je vous souhaite le meilleur. Metex, quelqu'un me demandait comment on fait pour remonter les stops. Si vous êtes très long terme sur Metex, que vous avez acheté à 1,80 €, 2 € ou même 3 €, vous voulez un stop large, tranquille, vous laissez votre stop sous les 4,40 pour le moment. Si vous êtes rentré ici dans la hausse à 4,50, à 4,80 ou à 5 €, vous avez un support ici qui vient d'être créé à 5,40 et donc vous avez votre stop sous les 5,30, 5,40. Et une fois, si tant est que on casse les plus hauts inscrits à 6,50 €, si on casse les 6,50, là, votre stop qui était positionné ici, si vous êtes moyen terme, ou ici court terme, pourra remonter d'un cran. Vous voyez ? Donc, toujours laisser du temps au temps. On crée un point, on casse à la hausse, on crée une nouvelle base. C'est alors qu'on remonte les stops. On crée une base, on attend la cassure du point haut, et ensuite on remonte le stop. Et ainsi de suite pour accompagner le mouvement tant qu'il perdure. Nekon. Je vous fais pas un dessin, enfin si je vous fais un dessin.
Voilà, on est de nouveau en zone clé. Nikon n'existe que depuis à peu près 260 jours, ça fait un peu plus d'un, ça fait un an qu'elle est cotée, un tout petit peu plus d'un an. Donc la moyenne mobile, la 200 périodes, vous voyez, vient seulement d'apparaître. Ce qui est intéressant donc sur Nikon, c'est que c'est une valeur qui va de palier en palier. Palier haussier, elle casse, elle revient dessus, elle remonte, elle revient dessus, elle remonte, elle revient dessus. Alors là, vous allez me dire, oui, mais ce palier-là, ça fait un certain temps qu'il dure. Effectivement, ça fait un certain temps qu'elle oscille entre 6,50 et 8,30. Il ne faut pas oublier que Nikon a été introduite à 5,50 il y a un an, que depuis elle gagne 30% en un an, ce qui est un beau score, que depuis la validation de sa GLB, elle gagne plus de 20%, donc ça reste un score honorable. Elle était peut-être montée un peu haut, un peu vite, elle a fait un double échec sur ses plus hauts à 8,30 et elle est revenue sur support, niveau horizontal, plus moyenne mobile à 200 périodes. Donc pour ceux qui en ont, il faut absolument avoir des stops, soit sous les 6,80 sous MM200, soit carrément sous le range, sous les 6,60. Et on espère bien évidemment qu'avec le temps de cette neutralité ressortira un retour vers les plus hauts, voire même à terme une cassure des plus hauts vers de nouveaux records historiques. Navia. Bon, comme vous avez constaté, j'ai arrêté de parler de Navia parce que j'ai pas grand chose à ajouter en fait. C'est vrai que j'ai fait une analyse sur Navia à 2,87,50 pour viser de nouveaux records. Pour viser ces nouveaux records, il faut des contrats, il faut des nouveaux actionnaires, il faut des news qui rassurent. Pour l'instant, il y a surtout des news qui nous laissent dans l'indécision. Navia a signé une lettre d'intention pour discuter avec Bolloré, mais on n'a pas de contrat qui tombe. Il y a eu des volumes énormes, mais on ne sait pas qui est entré ou sorti du capital. Il y a un actionnaire coréen qui est une boîte, qui est une coquille vide, qui a transformé ses obligations, ses options pour avoir des actions Navia. On ne sait pas s'ils veulent les vendre ou pas. Donc l'indécision prévaut et on est revenu sur les niveaux de prix auxquels on était il y a un mois. L'option la plus haussière, c'est que dans les jours qui viennent, post-latéralisation, on ait une news, un contrat, un partenariat, un actionnaire entrant, et que ça permette au prix de repartir en direction des 3,50, voire des 3,80, et donc que l'on reste à l'intérieur de ce canal haussier de long terme, et qu'on soit en fait en train de faire plus ou moins ce qu'on a fait ici. Vous voyez ici, Navia c'est fait du Navia. Ici elle baisse, elle remonte fort, elle retrace tout, puis elle repart. Ici elle baisse, elle remonte fort, elle retrace tout, et puis derrière c'est la question. Donc peut-être qu'elle est en train de nous faire du Navia et qu'elle est en train de nous faire exactement la même chose qu'elle avait fait ici. Et ce qu'on espère, c'est qu'elle tienne au-dessus de son oblique haussière, qu'elle tienne au-dessus des 2,90 €, et puis que grâce à une news ou un courant acheteur, une recommandation, elle arrive à redémarrer. L'option 2, c'est que on fasse un trou d'air sur cette zone verte, sur la zone des 2,70, 2,80, qui est une zone de soutien très importante, qui est au-dessus de la moyenne mobile à 200 périodes qui arrive en soutien, et que peut-être qu'au lieu de garder cette oblique haussière qui passe par tous les plus bas, on pense tout simplement zone de neutralité avec un support horizontal et qu'on se dise tant qu'elle est au-dessus des 2,70, 2,80, tant qu'elle est au-dessus de cette zone de soutien maintes fois travaillée, tant qu'elle est au-dessus des mêmes 200, elle reste globalement haussière à moyen long terme. Ce canal baissier ici nous sert. Ce qu'il y a, c'est que ce canal baissier laisse entendre que si elle n'arrive pas à tenir son oblique haussière, elle pourrait continuer d'évoluer dans ce canal baissier. Et ce canal baissier, sa borne basse est à 2,50. Ça voudrait dire qu'on revient vers les 2,70-80, qu'on revient même sur la MM200, voire même qu'on fait un trou d'air sous la MM200, qu'on revient à 2,50. Pour qu'elle passe de 3 à 2,50, faudrait soit une mauvaise nouvelle, soit des vendeurs qui appuient, soit un CAC 40 qui se casse la figure de 5-7%.
auquel cas les small caps pâtiraient fortement, auquel cas les gens sortiraient de Navia sur leur stop et auquel cas elle pourrait aller aussi bas. Je sais que je ne sais pas, je la surveille. J'espère bien évidemment pour tous ceux qui sont acheteurs de cette zone de prix qu'on va la tenir et qu'on va relancer à la hausse. Et pour ceux qui n'en ont pas, bah, j'attendrai. Soit qu'on revienne vers cette zone des 2,70-80 pour pouvoir en avoir à bon prix sur une zone horizontale au-dessus des mêmes 200. Soit que l'on casse peut-être les 3,40 inscrits récemment. D'ailleurs, les 3,40, c'est pas n'importe quoi, hein, puisque c'est une zone qui a fait résistance ici, qui a fait support là, qui a fait résistance ici et résistance là. Donc pour quelqu'un de prudent qui voudrait uniquement rentrer sur un dossier haussier en cas de signe haussier, il faudrait attendre la cassure des 3,40. Voilà pour le cadrage de Navia. Ensuite, une petite valeur, c'est plus à caractère éducatif que j'en parle, c'est Sensorion. Quand Sensorion s'est envolé littéralement là-haut, on était au février, c'était un peu l'euphorie, un peu sur tout le marché, puis j'avais publié un tweet en disant attention, en ce moment tout le monde court sur les small caps, on a une belle cassure ici à 2,27 mais j'ai l'impression vraiment que ça va trop haut, trop vite et que ce n'est pas justifié, donc ça pourrait retomber, et puis c'était retombé comme une crêpe. Donc dans ces cas-là, plutôt que de courir après le papier, oui, on peut faire du trading. On peut faire du trading. Après ce signal-là, on pouvait acheter la cassure des plus hauts de 2020, on pouvait aller chercher 10, 20, 30% et sortir rapidement. Mais pour ceux qui font de l'investissement de moyen terme, on va plutôt accorder du crédit à ce canal haussier et on va plutôt essayer d'acheter proche du bas de canal ou dans les latéralisations ou dans les relances. Et donc on voit bien que Sensorion donc, est dans un beau canal haussier. Tant qu'on fait des plus bas de plus en plus haut, voilà, on peut acheter les supports en espérant qu'elle continue de s'apprécier. Et puis qu'à terme, progressivement, je dis bien progressivement, elle arrive à aller chercher ses plus hauts récents. Donc ici, le support, c'est la zone des 2 euros. Faut pas casser les plus bas récents, les 2 euros et l'oblique haussière qui passe par tous les plus bas. Et puis la dernière, Valneva. Alors Valneva, elle a réalisé une GLB à 8,79 €. Elle est montée, post-GLB, elle est revenue tester la GLB et elle est repartie à la hausse. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une GLB, vous tapez GLB Nicolas Chéron dans Google, vous tomberez sur l'émission spéciale GLB avec plein d'exemples. En gros, une GLB, c'est quand une valeur dépasse un niveau de prix qui correspond à ses plus hauts historiques qui se confondent avec les plus hauts de son introduction, des premiers jours, premières semaines, voire mois de son introduction. Donc ici, Valneva a été introduite et elle a bloqué sous les 8,70. Elle les a cassés donc récemment, janvier 2021. Elle a donc réalisé une GLB. Tant qu'elle est au-dessus des 8,70, on est donc dans ce phénomène de GLB, dans une nouvelle aventure en quelque sorte. Et là sur Valneva, et c'est le cas aussi sur OSE Immuno, me semble-t-il, on attend des validations. Donc on avait vu ensemble que grâce au price action, on avait pu anticiper une consolidation là-haut. Depuis, l'action s'est mise dans une dynamique baissière de court terme, donc vous voyez ici ma flèche. Ensuite, on passe de baissier à neutre, et on a fait de la neutralité pendant 10 jours. Et hier, hop, il y a eu une impulsion haussière, des beaux volumes, cassure de MM20, donc un début de redémarrage haussier. Pourquoi est-ce que je dis début? Eh bien parce qu'elle a buté à 11,20, juste au-dessus à 11,30, 11,40, on a une zone de résistance, et donc peut-être que Valneva est en train de se mettre dans un range. Et je l'espère bien évidemment, à terme, grâce à une news éventuelle, au-dessus des 11,35, 11,40, qu'on sorte par le haut de ce range et que la dynamique passe de neutre à haussière. Donc on a eu un point bas mercredi dernier, on a eu une cassure des plus hauts des dernières séances lundi avec volume plus cassure des mêmes 20, donc on a les prémices d'un retournement en données journalières. Cette impulsion nous a permis vraiment de valider la zone et de dire qu'il y a un fort intérêt autour des 10 euros, 10,50 € sur Valneva. C'est un bon point. Et maintenant, va falloir transformer l'essai. Transformer l'essai, ça va être de passer de neutre à haussier en cassant les 11,40 €. 11,40 € qui pourront être surveillés par les retardataires qui n'auraient pas pris position jusqu'ici et qui attendent un signal fort.
Voilà, donc c'est la fin de cette émission. Vous voyez que ce n'est pas évident. Ces deux, trois dernières semaines, si vous avez été un peu échaudé, c'est normal. Parfois, c'est les foncières qui montent, parfois, c'est les valeurs technologiques. Il y a eu de l'euphorie sur les small caps, puis ensuite, elle est totalement retombée. On a des indices boursiers qui sont hauts mais qui sont toujours haussiers et qui consolident graduellement. Est-ce que cette consolidation est déjà terminée et va se solder par un test positif de MM 20 jours et un redémarrage haussier dans le sens de la tendance, ou est-ce qu'on va grignoter un peu plus à la baisse? Comme vous pouvez le constater sur de nombreux titres, on est dans le même phénomène en fait. Et sur pas mal d'actions dans cette émission, je vous ai montré que au cas où ça baissait un cran supplémentaire, on aurait des beaux points d'entrée sur des beaux supports. Et au cas où ça repart fort à la hausse, pour pas se faire avoir par un simple rebond technique avant rechute, il faudra attendre des signaux forts, des cassures de résistance, des sorties de congestion de court terme. Donc on peut délimiter les congestions comme j'ai essayé de le faire dans cette émission, et soit attendre les bornes basses pour entrer avant prix avec des stops serrés, soit attendre des sorties claires, violentes, haussières de ces congestions avec des volumes et de la volatilité qui viendraient corroborer la relance de la dynamique haussière et qui seraient des signaux forts. Voilà. Et puis pour finir, peut-être, je voulais parler d'une action un peu scabreuse, c'est Solution 30. Sur Solution 30, on attend le résultat d'un audit des comptes. Solution 30, elle a été cassée en quelque sorte par Moody Water, par les rumeurs selon lesquelles ces comptes n'étaient pas justes. Un audit est en train d'être fait depuis plusieurs semaines, plusieurs mois maintenant sur le dossier. C'est un titre qui n'a pas du tout profité de la hausse ces derniers temps puisqu'il est accidenté. Donc on a des opérateurs qui jouent un rebond technique à court terme. Elle gagne 6% aujourd'hui alors que le marché consolide. Simplement gardez en tête que c'est du qui tout double. Je n'ai aucun avis. Est-ce que Solution 30 a manipulé ses comptes ou est-ce qu'au contraire elles sont complètement clean et Moody Water c'est des enflures qui ont cassé ce titre pour rien? Je n'en sais rien. Je sais que vous êtes nombreux, en tous les cas qu'il y a pas mal de gens qui sont scotchés dedans, qui avaient payé un peu tôt, ou bien qui croient tout simplement à la propreté des comptes de cette société. Je vous souhaite le meilleur, j'espère vraiment que les résultats de l'audit diront que tout va bien et qu'elle peut repartir à la hausse et que Moody Water s'est planté. Mais gardez en tête que si cet audit montre effectivement des problèmes comptables, ça peut aussi la faire chuter encore fortement. N'oublions pas qu'elle était allée jusque 7,50 et jusque 9 euros encore en janvier dernier. Donc ça veut dire qu'on peut tout aussi bien gagner 30% que perdre 30%, donc faites bien attention à vous. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je vous souhaite à tous un bon trading, mais j'ai envie de vous dire plutôt une bonne patience, parce que j'ai l'impression qu'on est encore un peu haut pour payer, qu'on n'est pas assez bas pour avoir des prix d'entrée attractifs, et que même si ça rebondit, ça reste un petit peu mou. Donc parfois, ne pas investir, c'est une décision d'investissement. Je vous invite donc dans de pareilles périodes à lire des livres, à lire des e-books, à regarder des vidéos, à vous former, à travailler sur vos règles de money management, les stops, des objectifs, comment on gère, quel type de valeur on surveille, quel type de valeur on veut en portefeuille, quel pourcentage, et peut-être à travailler sur vos défauts et à améliorer vos forces pour pouvoir être plus, encore meilleur dans vos investissements, dans votre trading, dans les semaines à venir, quand les opportunités vont être de retour. Voilà, bonne semaine à vous, bon trading, à tout à l'heure sur Twitter. Et puis, pour ceux qui n'y seraient pas inscrits, n'oubliez pas de vous inscrire à ma newsletter. Ça se passe sur nicolaschéron.fr, puisque une newsletter va être envoyée incessamment sous peu. Au revoir à tous.